Résister en Pays Gadjo aux éditions Wild Project. Vous vous intéressez à la naissance d'un monde politique flexible au sein de ces groupes, au fil de leurs itinérances, au sort que leur réserve l'administration française et aux stigmates de la guerre. Vous vous intéressez également à la question de la mémoire du génocide des Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale, sujet auquel vous accordez un ouvrage, Les nomades face à la guerre, de 1939 à 1946, aux éditions Clintiec. Et c'est donc dans une volonté de faire cette mémoire de ce génocide que vous créez, soutenu par le CNRS et l'association De Ma Vie, donc l'acronyme de Devoir et Mémoire aux voyageurs internés et leurs enfants, avec lequel vous créez donc le site internet Nomade, visant à collecter et rendre public les noms des personnes internées durant cette période. Aujourd'hui, vous nous proposez donc un retour sur 80 ans de lutte pour la reconnaissance de ce génocide, celui des Roms et des nomades en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, je vous présente brièvement le sujet dont on va vous présenter. On parle de la question de reconnaissance du génocide des Roms et des nomades en France, et cette reconnaissance se fait assez difficile en France, même si les chercheurs estiment entre 6 000 et 10 000 personnes, même plus, internées en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceci convient à peu près à la moitié des romanistes français. En effet, en 2015, le Parlement européen reconnaît le génocide des Roms perpétré pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une journée annuelle, donc le 2 août, qui est donc consacrée à ce génocide, mais malgré la reconnaissance d'une grande responsabilité de la France par François Hollande, l'historiographie en France et la considération politique en France se fait plus prudente. On considère en fait que la déportation des nomades n'a pas été systématique et n'aurait pas été basée sur les critères raciaux et que finalement les Tziganes n'auraient été que des victimes collatérales de la Seconde Guerre mondiale. J'ai fait quelques recherches sur la situation en Allemagne comparée à celle de la France. En Allemagne, le génocide des Sinti et Roma est reconnu depuis 1982 et les crimes contre ces collectifs romani, donc on va vous présenter après, entraient le débat public en 1997 à l'échelle nationale suite à un discours qui a été dégagé par l'ancien président allemand qui s'appelle Roman Herzog. Donc aujourd'hui, aux côtés de l'insoumise de la députée pour le LFI, Arcilia Soudet, et le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, il y a des résolutions qui ont été déposées pour la reconnaissance du génocide. Et il y a aussi Sandra Régol qui défend l'inscription d'une résolution visant à l'instauration d'une journée de commémoration du génocide des Roms, Sinti, Gitans, Manouches, Yéniches et les voyageurs le 2 août. C'est une date symbolique puisque le 2 août 1944, plus de 3000 Roms furent exterminés au sein du camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc je vous laisse la parole, Lise Foineau. Merci d'être là. J'allume ça. Donc merci pour cette introduction et je vous remercie aussi et toute l'équipe du Café Diplo de Sciences Po Ex de son invitation à présenter mes recherches et aussi de m'avoir laissé très libre du thème de mon intervention. Les choix possibles étaient nombreux. J'aurais pu proposer de parler des persécutions subies par les personnes classées comme nomades pendant la Seconde Guerre mondiale. J'aurais pu, autre possibilité, faire porter ma présentation sur les résistances de ces derniers ou encore sur un thème plus contemporain qui m'est familier, celui des inégalités environnementales que les personnes nommées aujourd'hui gens du voyage subissent sur les aires d'accueil où ils sont contraints de vivre s'ils veulent encore voyager. J'ai choisi plutôt de vous parler des luttes
pour la reconnaissance du génocide des Roms et des voyageurs qui ont égrené en France les 80 dernières années et qui, il faut bien le reconnaître et le regretter, sont passés inaperçus. Donc il y a quelques mois, après une intervention publique sur la persécution des dits nomades, je reviendrai sur ce terme tout à l'heure, on m'a reproché d'utiliser le terme génocide qui était au cœur de nombreux débats depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. À la même période, plusieurs associations romanies et voyageuses qui travaillaient depuis longtemps sur l'écriture d'une résolution de loi visant à ce que la France reconnaisse le génocide des Roms et des voyageurs, ont elles aussi été la cible de nombreuses critiques. Elles auraient profité de la médiatisation du concept de génocide pour finalement réécrire le passé. Ces deux incidents m'ont permis de réaliser à quel point les luttes voyageuses, quasiment invisibles et inaudibles, avaient peu de relais médiatiques. Et en parler aujourd'hui devant vous pourra peut-être servir à rappeler leur existence et leurs enjeux. Donc 80 ans, comme vous l'avez dit, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, la France ne reconnaît toujours pas officiellement le génocide des Roms et des voyageurs, alors même que le Parlement européen l'a fait en 2015 et a invité les États membres à procéder à leur tour à cette reconnaissance. Donc cette absence de reconnaissance n'est pas un oubli. Elle a une longue histoire, et c'est de cette histoire dont je voudrais vous parler ce soir en mettant face à face la volonté de reconnaissance des survivants et le déni politique des persécutions génocidaires contre les nomades. Donc mon propos sera chronologique. Nous allons traverser 80 ans de lutte romanie et voyageuse française. Donc permettez-moi auparavant, très rapidement quand même, de rappeler qui sont nos concitoyens qu'elles concernent directement. Ce sont les Manouches, les Roms, les Gitans, les Sintis, les Yéniches et les voyageurs, autant de groupes distincts les uns des autres que leur regroupement en une unique catégorie, celle de nomades, a contribué à rendre invisible à nos yeux. Donc il est important de rappeler que la catégorie administrative de nomades est une invention législative que l'on doit aux députés de la Troisième République qui l'impose dans la loi du 16 juillet 1912. Donc, quelle est donc la définition du nomade dans cette loi ? Vous le voyez là-haut, donc les nomades, je lis, les nomades sont généralement des roulotiers, n'ayant ni domicile, ni résidence, ni patrie, la plupart vagabonds, présentant le caractère ethnique particulier aux romanichels, bohémiens, tziganes, gitanos, qui, sous l'apparence d'une profession problématique, traînent le long des routes sans souci des règles de l'hygiène ni des prescriptions légales. Donc on voit dans cette définition sa dimension raciste, malgré évidemment la volonté de retenir un critère, celui du nomadisme, qui ne soit pas directement racial. Donc quelles sont les conséquences de ce texte de loi ? Alors elles sont très concrètes pour les individus concernés. Chaque enfant de plus de 13 ans doit être porteur d'un carnet anthropométrique qui doit être visé à chaque fois qu'il arrive ou qu'il quitte une commune. Cette loi aura une incidence très grave dans les persécutions de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est en effet cette catégorie administrative de nomades qui permet à la Troisième République en guerre, le 6 avril 1940, d'assigner à résidence tous les titulaires d'un carnet anthropométrique et de donner à cette assignation à résidence une application très rapide. Donc, ajoutons aussi que pour bien mesurer l'effet de la législation française sur la persécution, que c'est par nomade que sera traduit le mot allemand Zigeuner, tzigane, figurant dans la directive allemande du 4 octobre 1940, exigeant l'internement en zone occupée de tous les Zigeuners. Donc, par ces dispositifs de discrimination, de contrôle et de répression, on peut dire que la Troisième République a préparé le travail de persécution de la période de l'occupation. Donc, les conséquences de cette superposition des lois françaises et nazies aura des conséquences pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Les Manouches, les Roms, les Gitans, les Sintis, les Yéniches et les voyageurs ont été assignés à résidence, mais aussi internés dans plus d'une soixantaine de camps. À 90 km d'Aix-en-Provence, près d'Arles, se trouvait le camp de Salier.
et d'autres furent déportés. Donc, dans les camps d'internement et en résidence assignée, ces personnes furent réquisitionnées pour travailler dans des fermes, des usines françaises ou des chantiers allemands. Des enfants furent séparés de leurs parents, placés à l'assistance publique ou dans des institutions religieuses. Les dommages causés aux dits nomades furent innombrables. Outre la famine qui concerna tous les internés et assignés à résidence, la plupart furent également dépossédés de leurs biens, subirent des passages à tabac, des viols, des meurtres, et vécurent dans des conditions sanitaires telles que le taux de mortalité des enfants et des personnes de plus de 60 ans fut particulièrement élevé. Mais la singularité de la persécution des nomades en France est qu'elle ne cessa pas avec le départ des occupants allemands. Les nomades restèrent internés et assignés à résidence jusqu'en juin 1946, soit 2 ans après la libération de la France. Et lorsqu'ils furent libres de reprendre la route, les Manouches, les Roms, les Gitans, les Sintis, les Yéniches et les voyageurs furent libres de le faire à condition d'être munis d'un carnet anthropométrique qui leur fut imposé jusqu'en 1969, date à laquelle ce carnet fut remplacé par un livret de circulation. Et c'est à ce moment-là, donc en 1969, que la catégorie de nomades laissa place à celle que l'on connaît aujourd'hui de gens du voyage, et que nous associons aux aires d'accueil de gens du voyage, où ils doivent stationner leur caravane depuis les lois Besson de 90 et 2000. Donc la qualification de génocide appliquée aux persécutions infligées par les nazis et les régimes collaborateurs aux nomades, appelés couramment tziganes, n'est pas, contrairement aux accusations injustes que je rappelais en introduction, une invention récente. En effet, dès 1943, lorsque le juriste Raphaël Lemkin forgea la notion de génocide, il avait en tête le sort réservé aux tziganes qu'il associait aux juifs et aux polonais persécutés. Donc, pour que les persécutions contre les tziganes soient reconnues comme génocidaires, notamment en Allemagne, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il a fallu lutter sur tous les fronts. Alors, sur le plan historique d'abord, les historiens eurent de vifs débats en Allemagne et aux États-Unis dans les années 90 pour savoir si la persécution des Juifs et des Roms était similaire dans la construction de la racialité et de l'intentionnalité génocidaire. Sur le plan juridique ensuite, puisque en Allemagne, les Roms et les Sintis se trouvèrent longtemps exclus du régime d'indemnisation parce qu'ils auraient été persécutés comme asociaux et non pour des raisons raciales. Et sur le plan politique finalement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce n'est qu'en 1982 que le chancelier allemand reconnaît le génocide des Roms et des Sintis. Alors qu'en est-il en France ? Certains historiens ont défendu et défendent encore la thèse qu'on pourrait appeler la thèse du sort à part, à savoir que les nomades auraient été persécutés pour des raisons militaires teintées d'anti-tziganisme, mais qu'il n'y aurait pas eu derrière ces persécutions d'intention de les détruire en tant que groupe. Ces historiens reconnaissent que le génocide des Roms et des Sintis a bien eu lieu dans le Reich, mais contestent qu'il ait eu lieu en France, où la répression, c'est le terme qu'ils utilisent, aurait été d'une nature différente. D'autres chercheurs, dont je suis, et les survivants plus généralement, défendent la thèse inverse. Les persécutions contre les nomades français font partie du génocide nazi des Roms et des Sintis, qui fut mis en œuvre pour des raisons raciales. Donc après ce bref rappel des persécutions et des controverses autour de leur qualification, je vais entrer dans le vif du sujet, à savoir les luttes pour la reconnaissance par la France du génocide des Roms et des voyageurs. Donc on comprend déjà que si le génocide lui-même est contesté, la lutte pour sa reconnaissance ne sera pas chose facile. Et tout d'abord, donc une première question, qui a parlé des persécutions contre les nomades après-guerre et comment en a-t-on parlé ? En 1946, paraît dans le journal de la Gypsy Lore Society. C'était une société qui a été créée en Angleterre en 1888, qui regroupe des personnes qui s'intéressaient aux gypsies. Donc paraît dans ce journal ce qui est très probablement le premier article écrit par une personne romanie témoignant des persécutions subies par les siens pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'intitule, et je traduis, « Les Allemands et les Tziganes depuis le point de vue d'un tzigane ».
L'auteur de cet article est l'écrivain rom français Matteo Maximoff. Donc, il est né en 1917 à Barcelone d'un père rom et d'une mère manouche. Matteo Maximoff rejoint à l'âge de 3 ans la France, où il vivra jusqu'à son décès en 1999. En 1939, il est contraint avec sa famille de quitter Paris, où il réside alors dans ce qu'on appelait la zone. Et pendant cet exode, il est arrêté avec sa famille et interné d'abord dans le camp de Gurs, puis dans le camp de Lannemezan, qui se trouve dans les Hautes-Pyrénées, où il sera enfermé plus de 30 mois, avant d'être assigné à résidence dans une commune limitrophe de Tarbes. Donc le texte qu'il publie en 1946 ne raconte pas la persécution subie par sa famille, il le fera plus tard, même si dans ce texte, Matteo Maximoff se désigne déjà comme un survivant tzigane. Mais ce qu'il fait dans ce tableau, c'est qu'il dresse, dans cet article un tableau plus général de ce qui s'est passé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce texte notamment que le chiffre de 500 000 Roms et Sinti assassinés est donné pour la première fois. Et c'est aussi la première fois qu'est abordée la question de la participation des Roms et des voyageurs au mouvement clandestin de la libération. Donc un autre texte non publié précède celui-ci. Le 26 avril 1945, alors même que les mesures anti-nomades ont toujours cours, Matteo Maximoff envoie une lettre au journal Le Figaro pour dire, je cite, qu'il n'a pas lu un seul article concernant les atrocités allemandes sur les tziganes. Et dans cette lettre, Matteo Maximoff emploie le terme de génocide. Et vous pouvez lire donc à l'écran ce qu'il dit. Le génocide de notre peuple est pratiquement ignoré du public. Je passe. La dernière et la plus atroce vient d'avoir lieu. Il faut que le monde le sache. Donc, Le Figaro ne reproduisit pas la lettre, mais publia en réponse un article intitulé « Tziganes et nazis », dans lequel il ne fut question ni de la France, ni de Matteo Maximoff, et où la responsabilité des persécutions incombait uniquement aux Allemands. Donc, je mentionne cette lettre de 1945 et cet article de 1946 pour défaire l'idée selon laquelle les membres des collectifs Romani et voyageurs n'auraient pas voulu raconter leur histoire et n'auraient pas voulu témoigner. Aussitôt qu'il le put, après avoir quitté sa résidence forcée des Hautes-Pyrénées, Matteo Maximoff s'attacha à dénoncer les crimes commis contre les Roms et les voyageurs qu'il qualifia de génocide dès le début. Et il ne cessa de le faire sa vie durant, et je reviendrai tout à l'heure sur d'autres actions qu'il mena des années plus tard. Donc cela signifie, pour notre propos, qu'un certain nombre de conditions doivent être réunies pour qu'un témoignage écrit soit visible et audible dans la sphère publique. Donc premièrement, savoir lire et écrire. Deuxièmement, être dans des conditions matérielles qui permettent l'écriture. Et troisièmement, être pris dans des réseaux qui permettent au témoignage d'être diffusé. Et ces trois conditions étaient réunies dans le cas de Matteo Maximoff, puisqu'il savait écrire, qu'il avait de quoi se nourrir et se loger, et qu'il connaissait des personnes dans la sphère de l'université et du journalisme. Matteo Maximoff a été l'un des seuls survivants de la persécution française des nomades à fréquenter les milieux littéraires parisiens dans l'après-guerre. Ce n'était pas le cas de la majorité des survivants de la persécution des nomades qui n'avaient ni, pour la plupart d'entre eux, une maîtrise suffisante de l'écriture, ni les moyens de prendre le temps d'écrire dès lors qu'ils étaient dans une situation de grand dénuement, et je ne parle pas de relais dans la sphère publique. Donc je dirais donc que ceux qui ont pu témoigner au sein de la société civile, et pas seulement dans le cadre familial, l'ont fait. Et il est aussi important de dire que certains survivants ont écrit leurs souvenirs sur le tard, et qu'ils ont porté en eux toute leur vie la peur finalement de mourir sans avoir pu témoigner. J'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas envie de raconter leurs souffrances, certes, mais plus souvent d'autres qui attendaient depuis des années de pouvoir témoigner de ce qu'ils avaient vécu, et je vous en donnerai deux exemples. Lorsque nous avons rencontré avec Valentin Merlin en 2019 Léon Alfred Ventrestin, qui avait été interné enfant dans le camp de Montreuil-Bellay, il nous a montré 4 feuillets, vous pouvez en voir un là-haut, où se trouvaient écrits quelques bribes de souvenirs. Comme il ne voyait personne venir, lui qui n'écrivait pas et qui d'ailleurs avait appris à écrire dans le camp de Montreuil-Bellay, avait pris la plume pour laisser un ultime témoignage. Et ces 4 feuillets auraient pu ne jamais arriver entre les mains de personnes en mesure de les replacer dans l'histoire du XXe siècle.
Et je suis d'ailleurs certaine que des dizaines de témoignages similaires existent, mais n'ont pas encore trouvé le bon destinataire. Deuxième exemple, en 2019 également, j'ai rencontré Anna Lagrené-Ferré. Donc c'est une femme manouche née pendant la guerre et dépositaire de l'histoire de sa famille, dont une partie fut assassinée dans le camp d'Auschwitz. Elle aussi s'était mise à l'écriture après son 78e anniversaire. Elle a acheté un grand cahier A4 et dans sa caravane, installée dans une aire d'accueil près de Brest, elle a écrit ses mémoires. Elle a été contrainte d'en dicter une partie à cause d'une maladie dégénérative des yeux. Et ce texte très important est paru aux éditions Petra en septembre 2024 sous le titre « Mémoire manouche, les miettes oubliées de la Seconde Guerre mondiale ». Donc pour partager avec vous ces deux expériences de transmission de la mémoire, il y en a plein d'autres, j'ai un peu dévié de la chronologie que j'avais annoncée et je l'ai fait pour illustrer le fait que les survivants de la persécution des nomades ont essayé de témoigner de toutes les façons possibles, y compris par l'écrit, et que leur témoignage n'a souvent intéressé personne. Nous pourrions ainsi retourner l'idée reçue qui veut que les témoins de la persécution des nomades n'ont pas voulu témoigner par son contraire. C'est la société française qui n'était pas prête, et qui ne l'est peut-être toujours pas aujourd'hui, à entendre parler d'antiziganisme, parce que c'est bien de ce sentiment-là dont il s'agit. Donc, je propose maintenant de vous donner des éléments contextuels qui vous permettront de comprendre pourquoi il n'y a pas eu plus de témoignages dans l'après-guerre et pourquoi aucune place n'a été donnée à ce sujet. Donc, en 1948, la 4e République pose de nouveau la question de la place des dits nomades dans la société française. Le ministère de la Santé publique et de la Population chargea à ce moment-là les directeurs départementaux de la population de mener une enquête sur les nomades. Alors attention, pas une enquête auprès des manouches, des Roms et des voyageurs, mais auprès des administrateurs et des acteurs locaux qui étaient en contact avec eux. Donc cette enquête, elle permet une vaste enquête d'information et elle est instructive à plus d'un titre. Tout d'abord, comme elle comportait une rubrique consacrée à l'attitude des nomades pendant l'occupation, on peut avoir une idée de ce que savait l'administration française des persécutions que venaient de subir ces derniers. Et donc, je vais résumer les résultats de cette enquête. Donc, sur les 90 services départementaux interrogés, seuls 73 répondirent au questionnaire. Et parmi eux, 30 départements, soit plus d'un tiers des enquêtés, donnèrent des informations plus ou moins détaillées sur les persécutions subies par les nomades pendant la guerre. Et donc, un fait mérite d'être relevé. Les départements où l'internement et l'assignation à résidence furent particulièrement importants ne fournirent aucune information, ou alors des informations lacunaires à cette rubrique. Par exemple, le directeur de la population des Bouches-du-Rhône, où se trouvait le camp de Salier, ne répondit tout simplement pas à l'enquête. Donc d'un côté, l'enquête montre que les services départementaux avaient connaissance des persécutions à l'égard des nomades, puisque 30 répondent positivement, et de l'autre, les départements les plus concernés ignorent, mais sans doute sciemment, la question. Donc je mentionne cette enquête car elle permet d'affirmer que la persécution des nomades était en fait parfaitement connue des administrations et des hommes politiques de la 4e République et qu'il aurait été possible, sans doute, de proposer des politiques publiques permettant une reconstruction ou du moins prenant en compte ce que les collectifs Romani et voyageurs venaient de subir pendant la guerre. Il n'en fut rien. Et à la suite de cette enquête, un rapport fut rédigé. Il conclut, et là je cite, que les nomades devaient disparaître. Donc, cette expression malheureuse est utilisée dans le rapport qui demande en fait la fin du mode de vie itinérant des Manouches, des Gitans, des Roms et des Yéniches. Donc, quelques mois plus tard, en 1949, le ministère de l'Intérieur et de la Santé publique instaure ce qu'ils appellent une commission interministérielle pour l'étude des populations d'origine nomade. Et donc cette commission, elle a pour objectif la disparition du nomadisme. Pierre-Jouin Lambert, qui est à l'époque maître des requêtes au Conseil d'État, en fut nommé le président. Et ce qui est particulièrement instructif, c'est que parmi les membres de cette commission, notamment les représentants du ministère de l'Intérieur, se trouvaient des personnes qui avaient participé pendant la guerre à la mise en place des règlements anti-nomades et à la politique de collaboration. Donc, par exemple, Georges Romieux, qui fut chargé de la création des camps d'internement pour nomades en zone sud et notamment du camp de Salier, fut membre de cette commission de 1949. Donc il me semble que ce contexte politique explique pourquoi il était difficile de faire entendre le témoignage des survivants des persécutions.
Alors l'un des exemples les plus extrêmes de la volonté d'occulter la parole des voyageurs et des Roms est sans doute incarné par la dissolution, en 1965, par le ministère de l'Intérieur, d'une association appelée la Communauté mondiale gitane, qui fut formée par des personnes romanies et non romanies. C'était la première association, et la seule à cette époque, formée en partie par des premiers concernés. Donc l'un des buts de la Communauté mondiale gitane était d'obtenir des réparations de la part de l'Allemagne fédérale et de créer une unité Romanie face à la répression des gouvernements français depuis Vichy. Et perçue comme une menace, elle fut dissoute. Et en 1967, elle se reforma sous un nouveau nom et sous une forme légèrement différente. Le Comité international tzigane était né. Donc la décennie 70 voit apparaître les premiers militants romaniers et voyageurs. Parmi eux, on peut citer Archange Ténégri, Matteo Maximov, dont je viens de parler, Dani Petomanso, Niki Laurier, Marius Lucie, Stevo Demeter, etc. Donc peu de femmes sur le devant de la scène politique, mais elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir témoigné des souffrances endurées dans les camps. C'est aussi au début des années 70 que les associations de premiers concernés se multiplient. Et alors, le ministère de l'Intérieur change de stratégie. Il n'est plus question de dissoudre ces associations, elles sont trop nombreuses, mais de surveiller leurs membres et de faire en sorte que ces associations ne soient jamais finalement en position de pouvoir. Ainsi, les ministères français vont finalement encourager et financer des associations de gadgets, c'est-à-dire des associations de non-roms, comme par exemple les études tziganes qui existent encore, et des associations qui regroupent des travailleurs sociaux et des assistants sociaux, plutôt que d'encourager la représentation directe par des premiers concernés. Alors, comme il n'est pas possible de compter sur les politiques pour mettre en place des recherches sur les persécutions de la Seconde Guerre mondiale et de sauvegarder la parole des témoins, ce sont des initiatives privées et souvent étrangères, non francophones, qui sont à l'origine de ces enquêtes. Alors, par exemple, le travail de l'historienne Myriam Novich ou celui des Anglais Puxon et Kenrick. Alors, je passe un peu rapidement sur ces travaux. Donc, à ce point de mon exposé, il me faut rappeler ce que nous avons vu. Alors, deux mouvements parallèles se sont produits de 1946 au début des années 70. Le premier, qui concerne la sphère politique, dans laquelle se font face, d'un côté, la volonté étatique d'occultation des persécutions, et de l'autre, des associations où se regroupent les premiers concernés qui essayent de donner de la visibilité à leur cause. Le deuxième mouvement concerne la sphère historique, des historiens qui ne sont pas des historiens français, je le souligne, recueillent des témoignages auprès des survivants. Mais il manque à cette description un troisième mouvement qui concerne cette fois-ci les survivants eux-mêmes, car avant de penser à obtenir une reconnaissance des persécutions que l'on a subies, il faut d'abord pouvoir être en mesure de le faire, et pour cela, il faut se reconstruire. Donc, les survivants après-guerre ne sont pas majoritairement dans une démarche de revendication, mais plutôt de reconstruction de leur famille et de préservation de leurs morts. Toutefois, certains d'entre eux, notamment ceux qui ont été déportés, ont demandé, dès les années 50, la reconnaissance de leur statut d'interné ou déporté politique auprès du ministère des Anciens Combattants. Et il est intéressant de s'intéresser un tout petit peu sur ce moment. Donc, en août et septembre 1948, deux lois établirent le cadre juridique des réparations pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Elles définissent deux statuts distincts, celui des déportés et internés de la résistance et celui des déportés et des internés politiques. Les internés classés comme nomades entraient théoriquement dans la seconde catégorie, c'est-à-dire dans le statut d'interné politique, tout comme les juifs, mais cela ne fut pas sans beaucoup de difficultés. Donc, entre 1948 et 1955, les seuls dossiers présentés au ministère des Anciens Combattants le furent par celles et ceux qui avaient pu rentrer de déportation. Ce que l'on observe en étudiant ces dossiers qui sont conservés au service historique de la Défense à Caen, c'est que le ministère des Anciens Combattants et ses antennes départementales regardaient avec une très très grande suspicion toutes les demandes émanant d'un nomade. Ainsi, on retrouve surtout des avis défavorables à leurs demandes. Et cette suspicion, qui n'est d'autre que l'antiziganisme, se retrouve aussi dans les dossiers de demande de reconnaissance du statut d'interné politique. Donc, dans les années 60,
le ministère des Anciens Combattants refuse très largement les demandes des nomades internés dans des camps en France. Alors, je vais vous donner un exemple, il y en a des dizaines. En 1959, Marguerite Horn constituait un dossier pour son mari, Michel Horn, qui était décédé à l'âge de 45 ans alors qu'il était interné dans le camp de Montreuil-Bellay en Maine-et-Loire. Et malgré une attestation du préfet de Maine-et-Loire et une lettre du maire de Montreuil-Bellay confirmant l'internement, la demande fut rejetée pour le motif, je cite, que le camp de Montreuil-Bellay n'était pas un camp d'internement, mais un centre d'hébergement destiné à recevoir les nomades. Donc cette rhétorique, elle est présente dans la majorité des dossiers ayant refusé le statut d'interné politique à des nomades dans les années 60. L'administration en fait prétendait ne pas savoir si les camps pour nomades étaient ou non des camps d'internement à proprement parler. Et cette question, elle est à ce jour pas entièrement résolue. Si les internés des camps de Montreuil-Bellay et de Jargeau ont fini par obtenir gain de pause, on va dire, dans les années 80 suite aux premières recherches sur ces camps, les internés de plusieurs camps, comme par exemple le camp de Lannemezan ou de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, n'ont jamais obtenu le statut d'interné politique, car l'administration continue de juger que ces camps n'étaient pas des camps, mais des centres d'hébergement. Dans les années 70, face à ce déni, les survivants de la persécution des nomades et leurs enfants commencèrent à s'organiser plus qu'ils ne l'avaient fait auparavant. L'idée qui va guider les années 70 est de rendre visible la persécution par la présence des survivants lors d'événements commémoratifs importants. Donc, je vais vous donner 4 exemples de commémorations et de manifestations pour la reconnaissance du génocide et des Roms qui ont eu lieu pendant la décennie 70. Alors, on peut évoquer tout d'abord, en avril 72, la participation du comité international Tzigane, que j'ai mentionné tout à l'heure, à une commémoration en Alsace, au camp de concentration du Struthof. Plusieurs membres de l'association, munis du récent drapeau Romani, le drapeau Romani, c'est la roue sur fond bleu et vert, qui est donc créée en 1971, et ces membres déposèrent une gerbe en mémoire des Roms et Sinti victimes du nazisme. Alors, la deuxième irruption des voyageurs, cette fois-ci dans la vie commémorative française, a lieu le 27 avril 1975 au Mont-Valérien, lors de la journée nationale de souvenir des victimes et des héros de la déportation. Plusieurs anciens internés nomades se rendent à la cérémonie avec un drapeau confectionné par la femme de l'un d'entre eux. Ce drapeau représente le triangle de couleur prune, identifiant les Zigeuners dans les camps nazis. Et ce fut la première fois qu'une délégation voyageuse participa à la journée du 27 avril au Mont-Valérien, et ce fut de façon fortuite, il n'avait pas été invité. Dany Pétomanceau, un militant voyageur, et sa femme avaient entendu parler de cette cérémonie quelques jours plus tôt. Ils réunirent des amis et autres membres du Comité national d'entente des gens du voyage afin de participer à cet événement. La troisième commémoration marquante de la décennie 70 n'a pas lieu en France, mais sur le site du camp de concentration de Bergen-Belsen, en octobre 1979. Ce fut la première cérémonie européenne en mémoire des Roms et Sinti du nazisme. Elle fut organisée par une association de Sinti allemands, mais plusieurs Français, dont Matteo Maximoff, y participèrent. Et la cérémonie fut marquée par la présence et le discours de Simone Veil, qui était en 1979 présidente du Parlement européen. Donc, sans doute porté par cette précédente cérémonie, Matteo Maximoff, avec d'autres Roms parisiens, organisa en 1980 une manifestation près du pont de l'Alma à Paris pour demander l'indemnisation du génocide des Roms et des voyageurs. En effet, le souhait de voir indemniser les victimes dites nomades fut souvent l'une des motivations et des revendications des militants romani et voyageurs. Certains se tournèrent directement vers l'Allemagne, d'autres vers la France, mais sans grand succès. Et je vais vous en donner un exemple. Lorsqu'au début des années 60, l'ambassadeur d'Allemagne s'enquit de l'application aux dits tziganes vivant en France de la loi allemande du 29 juin 1956 qui permettait aux personnes apatrides ou réfugiées pendant les persécutions nazies d'être indemnisées, Join Lambert, le conseiller d'État que j'ai mentionné tout à l'heure,
qui était donc président de la commission interministérielle pour l'étude des populations d'origine nomade, répondit, je le cite, que la situation des tziganes se trouvant en France était différente de celle des tziganes allemands et qu'il n'y avait pas lieu d'inclure les premiers dans la liste des destinataires des indemnités prévues au titre des compensations. Et quand l'ambassadeur insista en disant qu'il y avait quand même eu des camps en France, Juin Lambert se défendit en disant, je le cite, « La privation de liberté ne doit être considérée comme existante en France s'il y a seulement rassemblement dans des lieux déterminés sous une surveillance policière. » Donc Juin Lambert défendait la position qui était celle du ministère des Anciens Combattants, à savoir que les camps pour nomades pendant la guerre n'avaient pas été de vrais camps, mais simplement des lieux où étaient rassemblés des nomades. La décennie 70 fut donc marquée par une série de manifestations et de participations à des commémorations nationales et européennes, mais ces dernières n'aboutirent sur aucun changement concret, pas plus sur une prise de conscience nationale. La décennie suivante, les années 80, fut celle de la pose des premières stèles sur les camps français et des premières commémorations dans les camps réservés aux nomades en France. Alors, l'une des personnes qui joua un rôle déterminant dans cette lutte mémorielle fut Jean-Louis Boer. Né en 1930 dans une famille manouche, Jean-Louis Boer fut interné avec sa famille successivement dans les camps de Mérignac, Poitiers, Montreuil-Bellay et Jargeau. Son père, Antoine Boer, fut déporté depuis le camp de Poitiers et décéda dans les camps nazis. Et Jean-Louis Boer fit de la reconnaissance des souffrances de sa famille le combat de sa vie. En 1985, il rencontra celle qu'on peut voir sur la photo, Félicia Combeau, une ancienne internée juive du camp de Poitiers, qui habitait dans les barres d'immeubles qui avaient été construites sur le camp de Poitiers où elle avait été internée. Donc ensemble, ils réussirent à faire poser une première stèle, non sans difficulté évidemment, et ce fut la première fois que le mot tzigane fut gravé à l'emplacement d'un camp d'internement français. Il y a un beau documentaire de Raphaël Pilosio qui date de 2003 et qui raconte cette rencontre et qui s'appelle Route de Limoges. Donc en 1988, Jean-Louis Boer, avec l'aide d'autres internés et d'un instituteur, Jacques Sigaud, qui menait des recherches d'histoire locale sur le camp de Montreuil-Bellay, obtint l'accord de la mairie et de la préfecture pour la pose d'une stèle sur ce qui fut donc Montreuil-Bellay, l'un des plus grands camps d'internement pour nomades de France. Mais l'administration préfectorale leur a répondu que c'était à eux, initiateurs du projet, de prendre les frais en charge. Donc les anciens internés, Jacques Sigaud et quelques locaux, durent eux-mêmes payer pour le monument. Et le texte, malgré ça, le texte de la stèle fut également modifié par les autorités locales, alors que le texte initial soulignait la responsabilité allemande et française et indiquait qu'il s'agissait d'un camp de concentration, selon les termes de l'époque. Le texte fut remanié de la façon suivante, je pense que vous pouvez le voir. En ce lieu se trouvait dans le camp d'internement de Montreuil-Bellay, de novembre 1941 à janvier 1945, plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants tziganes y souffrirent, excusez-moi j'ai raté le point, y souffrirent victimes d'une détention arbitraire. Donc les voyageurs et les Roms n'étaient pas des victimes de politiques les ciblant directement, mais des victimes d'une détention arbitraire. Le troisième combat de Jean-Louis Boer fut la pose d'une stèle dans un camp du Loiret, le camp de Jargeau. La plaque commémorative fut posée en 1991 dans la cour du collège, construit à l'emplacement du camp. Là encore, les péripéties furent nombreuses. Le conseil municipal refusa d'abord le projet qui avait été présenté par le maire, avant d'accepter suite à une présentation d'un étudiant qui avait écrit un mémoire sur l'histoire de ce lieu. Et là encore, le texte initial de la plaque fut modifié. Donc la pose des trois premières stèles, Poitiers, Montreuil-Bellay et Jargeau, suit en fait le parcours de la famille de Jean-Louis Boer qui fut interné dans ces différents camps, et à chaque fois ce fut des années de bataille. Donc parallèlement à ces premières commémorations, ce sont les premières recherches historiques qui sont menées dans les années 80. Donc la particularité de ces dernières est qu'elles ne sont pas le fait d'historiens de métier, si je puis dire, mais d'historiens amateurs comme l'instituteur Jacques Sigaud, que j'ai mentionné tout à l'heure, et d'étudiants. Donc voici en vrac quelques-unes des premières publications sur le sujet. En 1983, vous avez un livre sur le camp de Montreuil-Bellay. Plusieurs mémoires de maîtrise sont écrits sur les camps de Jargeau, de Salier, de Rennes.
Et puis, d'anciens internés vont quant à eux créer une association qui s'appelle le Comité de recherche pour la mémoire du génocide des Tziganes français. Donc en 92, face à cette première mise en lumière des persécutions subies par les nomades en France, mais aussi dans un esprit de contrôle finalement du discours tenu, vous remarquez que dans le nom de l'association que je viens de citer, pour parler des Tziganes français, le terme de génocide est employé. Ce qui va se passer, c'est que le secrétariat d'État aux anciens combattants, le secrétariat général de l'intégration et la Fondation pour la mémoire de la déportation vont demander à l'IHTP, donc l'Institut du temps présent, de mener une enquête intitulée « Les Tziganes de France, 1939-1946, contrôle et exclusion ». C'est l'historien Denis Péchanski qui fut nommé responsable scientifique de cette recherche. Denis Péchanski est aujourd'hui à la tête du programme 13 novembre, qui travaille sur la mémoire des événements du 13 novembre 2015. Donc 2 ans après cette commande d'État, en 92, parut un rapport d'enquête de 120 pages qui fut publié en 1994. Alors ce rapport, je serai brève, mais quand même il faut que j'en parle un tout petit peu, ce rapport apportait la preuve formelle de l'internement des nomades, mais certaines de ses conclusions étaient à l'opposé de ce dont témoignaient les survivants. Il concluait en effet que la politique que les Allemands avaient mise en œuvre en France à l'égard des nomades ne répondait pas à une volonté exterminatrice, donc pas d'intention de détruire le groupe, en d'autres termes, que les persécutions françaises n'étaient pas de nature génocidaire. De plus, le rapport ne dénombrait que 3000 internés dits tziganes dans des camps français, ce qui ne manqua pas de rassurer les pouvoirs publics. Finalement, les persécutions anti-nomades n'avaient pas concerné grand monde. Donc ce chiffre est erroné, je reviendrai peut-être là-dessus un peu plus tard. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce rapport. Ce n'est pas mon but aujourd'hui de le commenter, je l'ai fait ailleurs. Je dirais simplement 2 choses. Premièrement, ce rapport qui a été écrit au moment où les survivants étaient encore majoritairement en vie ne s'appuie sur aucun témoignage. Les rédacteurs du rapport ne sont pas allés écouter ce que les anciens internés, anciens déportés et anciens assignés à résidence avaient à dire sur ce qu'ils avaient vécu. Les rédacteurs du rapport se sont appuyés sur des documents qui étaient accessibles à l'époque aux archives nationales, et notamment le fonds de l'inspection générale des camps, qui est un organe qui a été créé en 1941. Alors ce sont des archives très importantes, mais qui ne donnent qu'une image finalement partielle de la persécution des nomades. Deuxièmement, ce rapport conclut que les Tziganes n'ont pas été assignés à résidence et internés en France des suites d'une politique nationale anti-tzigane, mais en raison d'impératifs sécuritaires et militaires. Donc dans ce rapport, il est dit que les nomades ne furent pas victimes de travail forcé, mais d'une mise au travail à visée intégrative. Et pour les déportés, ils ne furent pas déportés parce qu'ils étaient Roms, Yéniches, Manouches, Sinti, mais parce qu'ils étaient là au mauvais moment. Donc, en d'autres termes, les nomades firent l'objet de mesures répressives, mais plutôt en raison des circonstances de la guerre. Et quant aux politiques les visant, elles n'étaient pas des politiques racistes, mais des politiques assimilationnistes visant un mode de vie plutôt qu'un groupe ethnique et racial. Alors, les conséquences de ce rapport furent assez tragiques pour les survivants. Ces derniers, qui s'étaient constitués en association, avaient milité pour la pose de stèles et pour qu'une recherche soit effectuée au niveau national. Donc ils avaient milité pour tout ça. Et lorsque cette recherche eut lieu, elle conclut qu'ils étaient des victimes collatérales de la guerre, des victimes mineures. Quant au monde universitaire, ce rapport n'ouvrit pas de champ de recherche et le sujet resta lui aussi mineur, jusqu'à lundi dernier où Théophile Leroy a soutenu une thèse sur la persécution qui ont concerné les Manouches et les Yéniches du Rhin. Une seule thèse portant exclusivement sur le sujet a été soutenue en France, celle de Marie-Christine Hubert en 1997, qui réestima les chiffres à 6 000 internés. Donc la décennie 2000 ne voit pas de changement majeur, ni du côté militant qui avait été complètement découragé finalement par le rapport de 1994, ni du côté universitaire, ni du côté des démarches initiées par les survivants. On assiste par contre à quelque chose de nouveau. Les artistes s'emparent de la question de la persécution des nomades. On peut citer le travail photographique de Mathieu Pernaut sur le camp de Salier. Il recueille également des témoignages de survivants.
Le travail documentaire de Raphaël Pilosio, qui réalise plusieurs films en rencontrant lui aussi des survivants. Il y a les bandes dessinées de Chris Mirror et le film de Tony Gatliff, Liberté, qui est une fiction sur l'internement des nomades pendant la guerre en France. Donc ces productions artistiques permettent au sujet de toucher une petite partie du grand public, ce qui n'est pas négligeable. Mais l'un des événements les plus importants de ces années-là, c'est la parution du livre témoignage de Raymond Gurem en 2011. Dans Interdit aux nomades, Raymond Gurem, qui est alors âgé de 87 ans, raconte son histoire pendant la guerre. Donc, interné en tant que nomade à Darnétal, puis à l'INA Montlhéry, Raymond Gurem s'évade du camp, participe à une action de résistance qui lui vaut d'être emprisonné à Angers, puis est envoyé dans un camp de travail en Allemagne, d'où il s'évade, retourne en France et participe à la libération de la région parisienne au sein des FFI. Donc à la suite de la publication de son livre, Raymond Gurem devient un personnage public incontournable sur cette question et une véritable star auprès de la jeunesse romanie. De 2014 à 2019, Raymond Gurem se rend en Pologne tous les étés avec des jeunes Roms et voyageurs pour commémorer le génocide des siens. Ces voyages commémoratifs initiés à partir de 2010 portent le nom de Dik et Nabishtar, ça veut dire du romani « Regarde et n'oublie pas ». Ces voyages ont marqué beaucoup de jeunes Roms et non-Roms, et moi j'ai participé à ces séjours commémoratifs en 2013 comme participante et en 2019 comme interprète de Raymond Gurem. Donc alors qu'il a plus de 90 ans, Raymond Gurem continue ses voyages. En plus de la Pologne, il se rend en Espagne, en Écosse, en Italie, en Angleterre, à la rencontre d'autres survivants et transmettant son témoignage aux plus jeunes. Alors je dois dire ici que malgré son internement et sa déportation dans un camp de travail allemand, Raymond Gurem n'a obtenu le statut d'interné politique qu'en 2010, après avoir fait sa demande dans les années 1980. Il l'obtint, pourquoi ? Parce qu'il annonce à l'ONAC, donc l'Office national des anciens combattants, qu'il va publier un livre qui sera médiatisé. Alors l'ONAC lui accorde le statut d'interné politique, mais lui refuse le statut de déporté politique qu'il n'a jamais obtenu. Donc c'est Raymond Gurem, encore, qui inspire à des militants romani français le mouvement Romani Résistance, qui voit le jour en 2014. Oui. Raymond Gurem devient la figure de proue de ce mouvement européen, avec la phrase qu'il répète à chaque fois qu'il le peut, « Jamais à genoux, toujours debout ». Donc, le mouvement Romani Résistance propose un changement de narration dans les luttes romanies et voyageuses. Son objectif, c'est de mettre en avant la résistance des ancêtres, notamment en commémorant le 16 mai 1944, jour où il est raconté que les internés du Zigeunerlager, donc du camp des Tziganes d'Auschwitz-Birkenau, ont tenu tête aux SS qui étaient venus les emmener aux chambres à gaz. Et devant leur détermination, il est raconté que les SS firent demi-tour. Donc les internés du Zigeunerlager furent gazés quelques mois plus tard pendant la nuit, dont vous avez parlé, du 2 août 1944. Ce mouvement Romani Résistance a également eu des conséquences dans le monde de la recherche, puisqu'il permet d'initier de nouvelles enquêtes, et notamment sur les résistances des Roms et des voyageurs pendant la guerre. Alors il me faut maintenant mentionner deux dates importantes dont vous avez parlé tout à l'heure. En 2015, le Parlement européen reconnaît le génocide des Roms et des Sinti et invite les États membres à faire de même. Et en 2016, le président de la République, François Hollande, se rend sur le site du camp de Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire et reconnaît partiellement la responsabilité de la France dans la persécution des nomades. Alors, il ne qualifie cependant pas ce qu'il nomme la souffrance des nomades et évite soigneusement d'employer le mot de génocide. C'est une reconnaissance, mais une reconnaissance incomplète qui n'ouvre sur aucune réparation pour les victimes et qui ne propose pas non plus des moyens à la recherche sur cette question. Donc pour terminer cette présentation, je souhaite vous parler très brièvement de trois initiatives qui ont eu lieu assez récemment et qui s'inscrivent pleinement dans l'histoire des luttes voyageuses. Alors tout d'abord, en 2014, en 2017, en réaction à la reconnaissance partielle des persécutions contre les nomades par le président de la République, plusieurs personnes fondent le Mémorial des nomades et des forains de France, qui prend la forme d'un site internet proposant des biographies d'internés dits nomades. Ça, c'est la première initiative. La seconde est le lancement, en décembre 2024, du site internet Le Mur des Noms
des internés et assignés à résidence en tant que nomades en France. C'est une base de données en fait collaborative qui propose de reconstituer camp par camp pour l'internement et département par département pour l'assignation à résidence les listes des personnes persécutées en tant que nomades. Donc, il s'agit d'un projet que j'ai dirigé au nom du CNRS en partenariat avec l'association de descendants d'internés de ma vie. Comme en fait 80 ans après les persécutions, nous ne savons toujours pas combien de personnes classées comme nomades ont été victimes de la législation anti-nomade, l'un des buts du mur des noms est de compter les victimes de la persécution des nomades, mais surtout de les nommer et de permettre aux descendants un accès immédiat aux informations concernant la persécution de leurs ancêtres. Alors l'initiative la plus récente est celle de jeunes voyageurs, descendants d'internés, qui ont lancé en avril dernier sur les réseaux sociaux une campagne que j'espère vous avez peut-être vue, qui s'intitule « Nos vies de gitans comptent », c'était sous ce hashtag. Ils ont réalisé 14 vidéos qui s'adressent à 14 députés ayant un poste clé à l'Assemblée nationale afin de les encourager à signer et à voter une résolution de loi demandant la reconnaissance du génocide des Roms et des voyageurs. Dans chacune de ces vidéos, un ou une jeune lit une lettre écrite par l'un de ses ancêtres alors qu'il ou elle était interné ou assigné à résidence. Et donc cette campagne elle est importante à plus d'un titre. Tout d'abord, ce sont des descendants d'internés qui prennent la parole sans médiateur et qui s'adressent directement à la représentation nationale. Deuxièmement, on assiste à la naissance d'une nouvelle génération qui demande la reconnaissance des persécutions de leurs ancêtres et qui considère que si la situation de ceux qu'on appelle gens du voyage aujourd'hui en France est désastreuse, c'est parce qu'aucun processus de réparation n'a jamais été initié. Ils considèrent que tant que l'État ne reconnaît pas et ne prend pas de mesures concrètes afin de combattre l'antiziganisme, il ne sera pas possible d'améliorer la relation de l'État avec les dits gens du voyage. Et donc en guise de conclusion de cette traversée de 80 ans de lutte pour la reconnaissance des persécutions subies par les personnes classées comme nomades en France pendant la guerre, je vous propose qu'on regarde ensemble l'une des vidéos de la campagne « Nos vies de gitans comptent » qui ont cumulé 500 000 vues en une semaine. Madame Michèle Tabarot, Madame la députée de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes, 52 députés de différents partis ont déposé le 11 février dernier une résolution qui vise à reconnaître le génocide des Manouches, des Gitans, des Roms, des Sintis, des Yéniches et des voyageurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis Thaïs Thibault, j'ai 18 ans et je suis un voyageur. Madame la députée, je m'adresse à vous aujourd'hui parce qu'en 1941, Antoine Schmitt était interné dans le camp de Moidon-la-Rivière. Cet homme, un voyageur lui aussi, qui a vécu dans la même commune que moi, a écrit une lettre au préfet qui n'est jamais restée sans réponse. Permettez-moi, Madame la députée, en sa mémoire 80 ans après, de vous la faire entendre. Monsieur le préfet, le 10 janvier 1941, me trouvant à Bougnay, j'ai été mis en état d'arrestation par la gendarmerie de Pont-Rousseau et conduit au camp de la Forge, au Moidon-la-Rivière, où je suis interné. À mon départ de Bougnay, j'ai abandonné 4 roulottes et 7 chevaux, sur le sort desquels je suis inquiet en raison de la valeur qui se situe à 100 000 francs. Pour me permettre de disposer du matériel et du bétail cité ci-dessus, j'ai l'honneur de vous demander de vouloir m'accorder l'autorisation de me rendre à Bougnay pour prendre possession du matériel et du bétail. J'ai trouvé à placer mes chevaux chez les cultivateurs de la région de Moidon-la-Rivière. Avec mes remerciements anticipés, recevez, Monsieur le Préfet, l'expression de ma respectueuse considération. Madame la députée, il y a 80 ans, cette voix n'a eu pour réponse que le silence. Je vous la fais entendre aujourd'hui, car vous avez le pouvoir de lui rendre un peu de sa dignité. Pendant la guerre, aucune de nos familles n'a été épargnée. Aujourd'hui, Madame la députée, l'extrême droite revient partout au pouvoir. Nous, descendants d'internés, sentons que nous sommes en danger. Je vous demande, Madame Tabarot, de rejoindre les 52 députés qui ont déjà signé la résolution visant à reconnaître le génocide des voyageurs et des Roms. Et je vous demande, Madame, de me recevoir. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire en l'expression de mes sentiments les meilleurs.